RCF. Bonjour à toutes et à tous. Quelques bonnes personnes m'ont fait remarquer que ma dysorthographie pouvait éventuellement avoir une incidence sur ma vie professionnelle, comme si je ne le savais pas. En effet, depuis l'âge de 6 ans, âge où l'on commence à apprendre à lire et à écrire, je vis un paradoxe, me battre contre les mots tout en aimant jouer avec eux et me passionnant pour la langue française. D'ailleurs, j'ai eu mon bac avec le français, le grec ancien et l'histoire. Arrivé dans la vie professionnelle, je vous passe l'ensemble des remarques que l'on a pu et que l'on me fait encore, du style, tu sais, je dis ça pour toi, mais bon, mais fais-toi relire. Alors personnellement, je suis plutôt pour. Vous imaginez le job à plein temps de la personne. En revanche, SMS, mail et activités sur les réseaux sociaux, je pense qu'elle est pas couchée. Je vous passe aussi l'autocensure sur les offres d'emploi où l'on demande un rédactionnel impeccable. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que je fais de la radio plutôt que de la presse écrite, que je caresse d'ailleurs avec envie du regard, la sachante inaccessible aux pauvres dysorthographiques que je suis. Alors j'ai parfois le sentiment d'être porteur d'une maladie indigne, une forme de lèpre sociale qui vous marque à vie en vous rendant, malgré vos brillantes études, incapable de remplir des fonctions d'encadrement ou de management. Certains osent même dire qu'une mauvaise orthographe démontre un caractère peu rigoureux et risque d'entacher l'image de l'entreprise. Alors ce qui est frappant, c'est que l'on ose dire ça à un dysorthographique, en revanche ça ne reviendrait jamais à l'esprit d'un entrepreneur ou d'une entreprise de demander à un unijambiste de marcher plus vite ou de prendre l'ascenseur plutôt que l'escalier ou à un muet de mieux articuler. Ce sont ces mêmes entreprises d'ailleurs qui souvent se veulent vertueuses sur l'inclusion, mais quand il s'agit d'orthographe, plus d'inclusion, je parlerai même d'exclusion. En revanche, si vous êtes déclaré comme handicapé, alors là on fait attention à vous car vous entrez dans le quota des personnes que la loi sur le handicap oblige à avoir dans ses effectifs. Et tout d'un coup, le fait de ne pas bien savoir orthographier n'est plus si grave que ça. On vous trouve même apte à faire de grandes choses. Et pour tout vous dire, on m'a même fait la proposition de me faire déclarer comme tel. Tu comprends, m'a-t-on dit, pour ton employabilité, ce sera meilleur. Alors, tout ça, c'est un peu hypocrite. Allez, j'arrête. Bravo à tous les ex-illettrés, à toutes les associations qui aiment faire découvrir le goût de lire et d'écrire et qui avaient compris que malgré cela, il y a des hommes, des femmes de valeur et que le talent ne se résume pas uniquement à un S ou à un accent grave ou aigu. Bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho des solutions. Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, nous allons vous parler d'entreprise et d'entrepreneuriat et de création d'entreprise avec nos deux invités qui seront au cœur de ce dossier de l'écho des solutions. Il s'agit de Sébastien Gonfroy. Bonjour Sébastien, vous êtes avec nous. Bonjour. On parlera avec vous de votre parcours d'entrepreneur, de créateur d'entreprise. Et puis à vos côtés, Patrick Évrard. Bonjour Patrick. Bonjour. Entre Patrick, on se salue. Président de l'AGEA qui est la Fédération des agents généraux d'assurance. Avec vous, on verra justement comment on s'installe comme assureur, qu'est-ce que c'est qu'un parcours d'assureur. Et puis l'autre partie, la dernière partie de cette émission, on verra avec vous justement aussi quels sont les risques à assurer quand on crée son entreprise ou qu'on développe son entreprise. Nos 7 minutes pour changer le monde nous amèneront du côté de Mont-de-Marsan et nous découvrirons la jeune société Protifly qui, grâce à des larves de mouches, résout deux problématiques, à savoir celui des déchets et de la nutrition animale. Et bien évidemment, nous retrouverons nos experts Maxime Dupont et Flavie Depré. Mais tout de suite, nous allons à la rencontre de notre invité écho de cette semaine. Il s'agit d'Hugues Vidor, président de l'UDES, qui très prochainement dévoilera 39 propositions à destination des candidats au municipal. C'est notre invité écho de cette semaine. L'invité écho, Patrick Longchamp. Hugues Vidor, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous rejoindre par téléphone. Donc vous êtes président de l'UDES, qui est l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire. Et d'ici quelques jours, vous allez donc dévoiler une série de propositions à destination des candidats justement au municipal. Mais avant de parler de ce document, restituons un peu quel est le poids de l'emploi dans l'économie sociale et solidaire, dans l'économie française. Alors, l'UDES donc représente l'ensemble des organisations mutualistes, associatives, coopératives, qui emploient 2,3 millions de salariés en France, donc c'est considérable. Et quand on rapporte ça en pourcentage, c'est 14,5% de l'emploi privé, c'est plus de 10% de l'emploi en général. Donc c'est un secteur économique à part entière qui a la particularité d'être à la fois un acteur économique et social. Alors est-ce que justement c'est un secteur économique qui est reconnu par les pouvoirs publics, ou on a toujours l'impression que lorsqu'on parle d'économie sociale et solidaire, on parle d'une économie alternative? Est-ce que cette
cette forme d'économie qui représente, vous le disiez, à peu près 10% de l'emploi aujourd'hui en France, est réellement prise en considération par les pouvoirs publics ? Alors il y a eu un certain nombre d'avancées, il faut le reconnaître, puisque nous sommes devenus un acteur social à part entière, en étant reconnu comme multiprofessionnel par la loi de 2014. Mais globalement, aujourd'hui, on n'est pas satisfait du traitement que nous fait le gouvernement. Et notamment en ne reconnaissant pas suffisamment l'économie sociale et solidaire, qui est pourtant porteuse d'une nouvelle façon d'aborder le développement durable, la transition écologique, la citoyenneté. Nous attirons les talents dans les entreprises mutualistes, associatives, coopératives. Il y a une forte aspiration des jeunes à nous retrouver. Et il y a une forme de méconnaissance, d'absence de reconnaissance, qui est pour nous une erreur. Je prends le dernier exemple en date, qui est le fait que nous n'ayons pas été, malgré nos demandes et malgré nos déclarations à ce sujet, notre investissement dans le dossier des retraites, pas associé à la conférence des financeurs sur les retraites, et que nous souhaitons intégrer pleinement le conseil d'administration de la nouvelle caisse nationale sur la retraite universelle. Et pourtant, le gouvernement actuel est un des rares gouvernements à avoir mis un haut commissaire à l'économie sociale et solidaire. Donc quelque part, il y avait aussi une forme de reconnaissance de cette branche de l'économie et justement placée au niveau du ministère de l'écologie, de la transition. Donc on voit bien qu'il y avait quand même une place qui lui a été accordée dans cette politique. Alors, il y a sans doute une intention, nous, on a considéré qu'il y avait une forme d'erreur stratégique, c'est-à-dire que pour nous, le Haut Commissariat à l'économie sociale ou un conseil ou une forme de ministère aurait dû être attaché au ministère de l'économie, parce que c'est bien en tant qu'acteur économique qu'on se place, c'est pas simplement en acteur du développement durable ou de la transition écologique. Et la difficulté qu'a le Haut Commissaire aujourd'hui, c'est justement qu'il se heurte à la question de la gestion et donc aux problématiques budgétaires la plupart du temps. Et donc, aussi, il y a une question de reconnaissance même à l'intérieur du gouvernement. C'est pas un secrétaire d'État. Donc en fait, c'est une bonne idée d'avoir un haut commissaire, sauf qu'on l'a placé au mauvais endroit, selon vous, pour déployer l'ensemble d'une politique efficace autour de l'économie sociale et solidaire. Tout à fait. Il y a pour nous c'est un petit peu cette erreur historique, et puis d'autre part la place qu'on accorde au sein du gouvernement aux propositions qui sont faites par l'ESS en général. On a été reçus très régulièrement dans le cadre de la crise sociale, donc la crise des Gilets jaunes, pour justement rappeler l'importance de l'ESS sur les territoires et cette nouvelle façon d'entreprendre autrement que nous défendons. Mais il faut le voir, ce n'est pas suffisant, et on a un vrai souci de lisibilité en tant qu'acteur majeur du développement économique et social dans ce pays aujourd'hui. C'est très dommage. Justement, parlons des leviers d'action et des territoires communaux, puisque vous allez sortir une série de propositions, en tout cas de points d'appui pour des politiques publiques locales. Est-ce que finalement, plutôt que d'avoir un haut commissaire à l'économie sociale et solidaire, la solution ne se trouve pas justement dans le déploiement de l'économie sociale et solidaire dans les politiques locales et finalement que par capillarité tout ça remonte sur l'ensemble du territoire? C'est ça votre idée dans les 39 propositions? Nous, on pense que l'action, elle doit être menée sur les différents fronts. C'est-à-dire qu'on considère que l'action, elle doit être nationale, parce que l'action nationale, c'est de la régulation intéressante et obligatoire. Que quand on est sur les politiques publiques, elle se joue au niveau national. Donc tout ne peut pas se jouer au niveau local. Pour autant, il nous semble aujourd'hui très très important d'agir auprès des élus communaux, parce que ce sont nos alliés sur les territoires, nos alliés naturels, qui plébiscitent notre économie et connaissent la vraie valeur, en mesurant au quotidien ses atouts, parce que les maires eux-mêmes sont plébiscités par nos concitoyens, et que c'est à cet endroit-là qu'on peut justement développer du développement durable, donc on peut développer de la coopération, on peut développer des politiques d'insertion. Donc c'est au plus près finalement des besoins des Français. Je dirais pas qu'on oppose les deux entre une action nationale et une action locale, mais qu'on considère que les élus ont un rôle majeur à jouer, les élus communaux ont un rôle majeur à jouer sur les territoires,
et que, étant nous-mêmes pionniers dans un certain nombre de domaines, le réemploi, la transition écologique, la gestion des déchets, qui est aujourd'hui devenu un sujet majeur, l'énergie verte, pour prendre quelques exemples, mais ils auraient intérêt finalement à s'appuyer sur nos expertises, notre capacité et à développer des politiques communales qui soient afférentes. Alors dernière question, Hugues Widor, l'ESS, finalement, elle est au cœur d'une économie citoyenne du quotidien, c'est ce que vous voulez dire en fait ? Tout à fait, que nous sommes présents sur l'ensemble des domaines politiques locales, que ce soit sur l'action sociale, la santé, sur l'enseignement, sur la petite enfance, la culture. Si on prend l'exemple de la mobilité, prenons un exemple précis, nous on soutient l'idée qu'il faut essaimer les auto-écoles associatives solidaires qui permettent, avec des tarifs réduits aux personnes en situation sociale précaire, qui sont au RSA, qui sont des familles isolées, et avec un financement des collectivités, de résoudre la grande problème, la grande difficulté de déplacement et de permettre à des jeunes, d'ailleurs, ou des moins jeunes, de retrouver cette mobilité. Un autre exemple, ça touche à la petite enfance. Petite enfance permettant de développer des crèches associatives, et ça se fait au niveau local, au niveau municipal, pour accompagner les parents, les sur familles, la garde des enfants, sur les horaires de garde atypiques. Et là, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, ces 39 propositions seront prochainement disponibles, je pense, sur le portail et sur le site de l'UDES. 5 grandes catégories: entrepreneuriat, transition durable, éducation, gouvernance. Ce sont un peu les sujets qui seront abordés. Merci beaucoup, Hugues Widor, d'avoir été notre invité éco de cette semaine. Je rappelle que vous êtes président de l'UDES, l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire. Nous, on fait une virgule et on retrouve nos experts, Maxime et Flavie Depré. L'écho des solutions, les experts. Voilà, il est temps de retrouver nos experts avec Maxime Dupont et Flavie Depré qui cette semaine encore a décidé de nous rejoindre par téléphone. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Quand on aime, on ne compte pas, surtout la distance. Mais bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Alors Maxime, aujourd'hui dans votre chronique expert, vous avez souhaité nous parler de productivité. Oui, parce que parler d'engagement des salariés, d'épanouissement personnel au service du collectif, de raison d'être des entreprises, ça va un moment. Mais il serait de bon ton de revenir aux fondamentaux du travail en entreprise, la productivité au service de la performance. Je veux à ce titre évoquer une innovation qui nous vient d'Angleterre, dont il faut saluer l'indépendance enfin retrouvée. Ils n'auront plus à satisfaire à ces normes sociales européennes contraignantes et anti-productives. Bon, alors quelle est donc cette innovation ? Bien, mon cher Patrick, il s'agit de toilettes configurées pour booster la productivité d'une manière toute simple. Ça n'est pas une blague. Ouais. Elles sont en effet inclinées de 13 degrés, ce qui n'a l'air de rien, mais est en fait le meilleur antidote à la pause toilette prolongée. En effet, au bout de 5 minutes passées assis à faire dérouler son flux d'actualité Facebook ou Instagram, la personne cherchant ainsi à s'affranchir de ses responsabilités professionnelles les plus évidentes sera forcée de se lever à cause des douleurs provoquées par cette inclinaison. Fini les pauses infinies dans le confort olfactif et visuel des toilettes d'entreprise. Game over pour ces petits malins qui plombent les résultats des entreprises dans le secret des WC corporate. Je dis bravo. Bravo à Mr. Gill, créateur de l'entreprise Standard Toilet, à l'origine de cette innovation et qui a dû passer des heures à tester ses prototypes pour déterminer que 13 degrés était l'inclinaison parfaite. Et je voudrais profiter de cette chronique pour lui suggérer d'autres innovations du même acabit. Allez-y Maxime, on vous écoute. C'est quoi votre première suggestion que vous pourriez proposer à Mr. Gill pour améliorer la productivité des employés ? Merci Patrick. Ma première suggestion est bien sûr de nous attaquer subtilement mais efficacement à ce gouffre à productivité que sont les pauses café, en installant des machines à café qui produisent des expressos en tout point semblable à de vrais cafés, mais servis à une température calculée précisément pour augmenter la productivité, une température calibrée au plus juste et que les scientifiques les plus pointus qualifient de tiédasse. Effet immédiat, on ne perd pas de temps à attendre que le café refroidisse, c'est même l'inverse, on se dépêche tant qu'il est consommable et on retourne plus vite travailler. Super, ça semble effectivement une très très bonne idée, mais quelle est une autre suggestion peut-être ? Allez. Alors je pense qu'il faut régler le problème des réunions auxquelles les gens assistent principalement pour faire semblant de travailler, en se lançant dans des monologues aussi convenus qu'inutiles qui leur permettent d'échapper à leurs responsabilités productives. Donc au-delà du café tiédasse qui sera là aussi désormais servi lors de ces réunions, je propose de décliner le siège Standard Toilet en un modèle Standard Meeting,
Un siège qui envoie de très subtiles mais fréquentes décharges électriques qui permettent aux employés de ne pas s'assoupir et leur donnent envie d'en finir au plus tôt avec ces réunions pour retourner travailler vraiment. Je vous rassure, ça existe déjà ces chaises électriques, mais aux États-Unis. Une dernière innovation productive pour compléter le tableau. Oui, en fait, Patrick, plus j'y pense, plus je me dis qu'il faut frapper plus fort. Donc plutôt qu'une seule innovation, voici tout un portefeuille d'actions productives à mettre en place. Un régulateur de vitesse Internet à débit maximal quand les salariés surfent sur des sites sérieux et productifs et dont la vitesse chute à un rythme rappelant celui des modems 28K dès qu'ils passent sur Netflix, Voici, L'équipe, Amazon, Zalando, Last Minute et puis même celui d'un Minitel lorsqu'ils cherchent un autre travail sur LinkedIn. Un contrat avec YouTube qui place systématiquement en prévisionnage de tout film une publicité de la société pour laquelle travaille l'employé à l'enthousiasme. Très corporate. Très corporate, évidemment. Mais c'est une bonne idée, je trouve. Retournez travailler. Des hôtes et hôtesses d'accueil ne parlant que des langues inconnues pour réduire les conversations du matin. Des cabines fumeurs qui renvoient la fumée vers ceux qui fument, un thermostat insufflant une fraîcheur revigorante pensée pour relancer l'activité intellectuelle des salariés, en particulier le vendredi matin, puisqu'on sait bien que le jeudi soir est consacré à des agissements qui n'aident pas l'efficacité. C'est pas simplement pour les étudiants, c'est aussi pour c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde le jeudi soir. Un système de débarrassage automatique des plateaux de la cantine au bout de 18 minutes de repas. Et enfin, un service de conciergerie qui livre les commandes personnelles via un aboyeur dans les couloirs. Par exemple, j'ai 3 colis pour Monsieur Longchamp, ce sont 10 paires de Crocs, un colis pour faire une tour Eiffel en allumettes et... Ah bah dis donc Monsieur Longchamp, mais qu'est-ce que c'est que ce dernier colis ? Non, ça va, c'est un très joli, mais je vous en prie, très joli programme Maxime. Je ne doute pas que Mr Gill sera vous écouter des suggestions. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine chronique expert qui s'attaque cette fois-ci au vrai sujet de l'entreprise. On retrouve tout de suite Flavie Depré qui nous a rejoint par téléphone. On se retrouve tout de suite après cette petite virgule. RCF, l'écho des solutions. Il est temps de retrouver par téléphone Flavie Depré. Bonjour Flavie. Bonjour Patrick. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler du guide de l'Avise. L'Avise, c'est une association qui porte la question de l'ESS. Ce guide, c'est un guide pratique pour pouvoir entreprendre, c'est ça ? Voilà, donc l'Avise aide l'entrepreneuriat social. C'est une agence de conseil pour les créateurs d'entreprises de l'entrepreneuriat social et solidaire. Et au Salon des entrepreneurs, la semaine dernière, il y avait une salle comble pleine d'entrepreneurs sociaux sur scène et aussi de futurs entrepreneurs sociaux dans la salle. Et ils ont annoncé qu'ils sortaient à nouveau un guide donc qui aide à se repérer quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat social, choisir les bons financements, les bons programmes, donc toutes en fait les bases à poser avant de se lancer dans l'aventure. Alors c'est quoi les quelques bases qu'on peut ressortir de ce guide, les bons conseils que vous avez pu percevoir peut-être en le feuilletant ? Alors, il y a des bons conseils, mais qui sont aussi ressortis lors de cette table ronde qu'on avait, c'est que l'entrepreneuriat social, c'est des montagnes russes. Donc en fait, il faut être conscient de ça, il faut être conscient de l'investissement personnel que ça demande. Ensuite, que se faire accompagner, c'est quand même très très important et qu'il y a beaucoup de programmes en France, on est un beau pays pour ça, qui aident, mais pas que financièrement, aussi en compétences. Et ensuite, il y a toute une partie sur trouver son modèle économique et ensuite sur comment expérimenter, tâter le terrain. Donc il y a certainement pas, j'imagine, vous n'allez pas forcément réussir au bout de la lecture des 80 pages, mais en tout cas vous aurez les bonnes bases et vous vous poserez les bonnes questions. Donc quelque chose à avoir sur le coin du bureau quand on se lance dans l'entrepreneuriat social. On a le sentiment, et on le verra peut-être la semaine prochaine puisque on a préparé cette émission, ces chroniques un petit peu en amont. On a l'impression qu'aujourd'hui, dans les salons tels que les salons des entrepreneurs, etc., il y a de plus en plus d'entreprises sociales. C'est un peu comme à la télévision, on a l'impression qu'aujourd'hui tout est bio. Il n'y a plus un seul produit en passant du déodorant à la pomme ou à la banane qui ne soit pas bio. C'est un petit peu le cas. Vous avez ce sentiment, vous, dans le monde entrepreneurial. Aujourd'hui, il faut être social si on veut pouvoir développer des business. Moi, c'est mon écosystème. Mais déjà, il faut être entrepreneur pour tout. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez, je le raconte, mais je l'ai déjà raconté, je crois, mais il y a même des journalistes maintenant qui sont entrepreneurs. Alors ça me sidère. Non, mais derrière l'entrepreneuriat, il y a quelque chose de très bien. Mais voilà, moi-même avec Kernews, on est très fiers d'être entrepreneurs. Mais bon, voilà, je suis pas sûre qu'être entrepreneur, ça soit la clé du succès. Et être entrepreneur à impact ou social, ça implique, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Donc, il faut faire attention quand on manie les termes. Allez, avant de se quitter, un petit podcast, changer la norme. On en est
est où, puisque ça faisait un petit moment qu'on ne vous avait pas eu au téléphone. On en est où? Qu'est-ce qu'on peut écouter sur Care News? La norme, le dernier qui est sorti, c'est Jacques Allard de EcoCO2, qui sensibilise les écoliers, mais pas que, aux déperditions d'énergie et au mieux consommer l'énergie. Et c'est très intéressant parce que c'est une boîte de conseil qui travaille entre autres avec des opérateurs d'énergie. Et voilà, c'est vraiment des beaux sujets et assez faciles à mettre en place. Changez la norme sur Care News. Merci beaucoup Flavie Depré d'avoir été avec nous par téléphone. Nous on continue tout de suite notre émission. Une émission cette semaine, et d'ailleurs on l'a très bien introduit avec vous, qui est consacrée justement à l'entrepreneuriat, qu'il soit social ou non, et on voit justement comment créer éventuellement son entreprise et de quelle manière il faut s'y prendre. À bientôt Flavie, au revoir. À bientôt. L'écho des solutions. Patrick Longchamp. Il est temps d'ouvrir notre dossier de cette semaine avec nos deux invités, Sébastien Gonfroy, entrepreneur, et Patrick Évrard, président de l'AGA, la Fédération des agents généraux d'assurance. Avec vous, tous les deux, on va parler de ce que c'est que créer son entreprise, que ce soit une entreprise individuelle, que ce soit une entreprise assurantielle. Comment aussi, à travers l'assureur accompagne aussi l'entreprise. On va voir ça avec tous les deux. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vais commencer avec vous, Sébastien Gonfroy, si vous le voulez bien. Donc vous êtes dirigeant de votre propre société. C'est une société. Vous n'êtes pas auto-entrepreneur. Hein. Vous avez monté une société qui est une SASU. Une société. Une SAS unipersonnelle en fait. Donc je suis, société par action simplifiée. Unipersonnelle. Donc je suis seul actionnaire effectivement de ma SAS. Alors, rapprochez-vous un petit peu du micro, si vous voulez bien. Voilà, comme ça, tout le monde, même nos auditeurs, vont vous entendre. Vous avez eu un parcours à la fois de salarié d'abord, ensuite, qu'est-ce qui vous fait choisir à un moment donné de partir vers l'indépendance? Vous ne trouviez pas de travail à votre mesure? Vous aviez cette envie d'autonomie? Le hasard et les rencontres, en fait. C'est vrai que j'ai commencé comme salarié, j'ai fait tout un parcours jusqu'à... Donc, aujourd'hui, je suis du conseil en communication, tout simplement. Je travaille seul, effectivement, bien entouré. J'ai des gens avec qui je travaille, je collabore régulièrement, mais dans mon entreprise, je suis seul. Et effectivement, à un moment, quand je me suis séparé de ma dernière entreprise, on s'est séparé d'un commun accord. Rupture conventionnelle, rupture conventionnelle, comme on dit. Ça commence souvent comme ça, d'ailleurs, un parcours entrepreneurial, souvent par une rupture conventionnelle qui permet d'avoir le chômage et de créer un petit peu la structure en parallèle. De créer la structure. Et puis à un moment où je me suis demandé si j'allais retrouver un emploi ou pas. Enfin, chercher un boulot ou chercher du boulot. Voilà, j'ai aussi entre les deux. Il s'avère que grâce à des rencontres et grâce à mon réseau, grâce à tout ça, l'un s'est imposé plus vite que l'autre. Voilà, j'ai plus vite trouvé une activité indépendante qu'un travail, que retrouver un travail salarié. Et vous avez tout de suite créé votre SASU. Vous êtes passé par différentes étapes avant de vraiment créer une société à part entière avec un numéro de sirène, etc. Je suis passé, effectivement, j'ai pas tout de suite créé mon entreprise. J'ai d'abord fait ce qu'on appelle du portage salarial. Qu'est-ce qu'on appelle le portage salarial? Alors, le portage salarial, je signe un contrat avec une société qui en fait va elle avoir le statut juridique, elle va avoir le numéro de SIRET, elle va avoir tout ce qui est nécessaire à l'entreprise, et moi je signe un contrat salarié indéterminé en fait, et je ne suis rémunéré que sur la base de l'activité que j'apporte. Voilà, cette entreprise s'occupe finalement de tout, elle s'occupe de l'administratif. Elle va s'occuper de la gestion administrative, et vous êtes salarié de cette entreprise qui vous permet de commencer dans l'indépendance en étant salarié, donc d'avoir une feuille de salaire, de pouvoir cotiser au chômage, etc. Enfin, finalement de sécuriser un petit peu l'activité, de vérifier, et puis peut-être de vérifier aussi si votre activité indépendante est quelque chose qui va être pérenne dans le temps, c'est ça? C'est ça. Même créer une micro-entreprise, c'est créer une entreprise. Là, pendant ce temps,
portée, comme on dit. Je ne crée pas mon entreprise, je me concentre sur mon activité, sur ce que je sais faire, c'est-à-dire moi de la communication en l'occurrence, et puis voir effectivement quelques temps, savoir si c'est viable. Puis comme je commence par une activité au début qui n'est pas à plein temps, ça me permet de rester chez Pôle emploi et de justifier que de travailler quelques heures, quelques jours par mois seulement, et d'être toujours accompagné par Pôle emploi au départ. Et vous avez été accompagné dans le déploiement a posteriori de votre entreprise, Sébastien ? Quand vous avez décidé de passer le cap du portage à la création? J'ai été conseillé par mon entourage, j'ai eu de la chance puisque j'ai pu être conseillé par mon entourage. Et puis quand j'ai décidé de basculer vers la création d'entreprise, j'ai aussi été accompagné par Pôle emploi. Moi, j'aime à le dire, aujourd'hui en France... Pôle emploi accompagne les jeunes créateurs d'entreprises dans le déploiement. Oui, aujourd'hui, pour aider quelqu'un qui veut se lancer dans la création d'entreprise, il y a Pôle emploi. C'est aujourd'hui une vraie structure qui accompagne la création d'emplois en France. Bon, ils ont un peu de mal des fois à nous trouver le job qu'on veut, mais en tout cas, ils peuvent nous accompagner pour déployer des entreprises qui elles-mêmes créeront de l'emploi. Patrick Évrard, chez les assureurs, est-ce qu'on peut choisir son statut SARL, EURL, SASU, ou est-ce que c'est quelque chose qui est déjà plus encadré dans la partie statutaire de l'entreprise? Alors, les agents généraux d'assurance, par définition, sont des mandataires de compagnie, et c'est une profession qui est réglementée. Nous sommes une profession libérale. Pour autant, depuis une loi de 1997, un décret, très exactement, les agents généraux ont la possibilité de s'installer en SARL, mais c'est une SARL qui est dérogatoire du droit commun, puisqu'elle a quelques obligations que n'ont pas d'autres SARL. En particulier, les compagnies souhaitent avoir un intuitu personné avec le gérant de la SARL, elles souhaitent le nommer, le choisir également. Donc ça, c'est quand même un petit peu différent d'autres SARL. Aujourd'hui, il n'y a plus d'assureurs totalement indépendants, j'en dire de grosses compagnies. Il faut toujours être affilié finalement à ces grosses structures. Alors, on va les nommer, le GAN, AXA, etc. Il faut être toujours appuyé, adossé. Vous avez différents modes de distribution d'assurance en France. Les agents généraux, par définition, sont liés à une compagnie. Ils choisissent une compagnie et la compagnie les choisit et les accepte. Donc ils vont travailler avec cette compagnie. Après, vous avez d'autres modes de distribution comme le courtage d'assurance, où là vous avez une forme de liberté. Après, tout dépend de ce que l'on appelle la liberté. Mais vous avez une forme de liberté de travailler avec plusieurs compagnies. Mais très franchement... Donc, je résume. L'agent général d'assurance, il travaille pour une compagnie et il va déployer les produits de la compagnie à l'ensemble de ses clients. Exactement. Le courtier, lui, il décide de mettre en concurrence finalement les compagnies sur un ensemble de contrats très spécifiques, enfin plus ou moins spécifiques, mais il peut ainsi travailler avec toutes les compagnies qui le souhaitent. C'est ça, j'ai résumé? Vous avez parfaitement résumé, vous êtes incollable. Bon, écoutez, donc si j'ai bien compris, donc l'agent d'assurance est une société, donc ça peut être une SARL par système dérogatoire, mais finalement les entreprises, les compagnies d'assurance encadrent quand même la structuration de l'entreprise elle-même. C'est-à-dire qu'un agent d'assurance qui arrive, il est très accompagné. Il est très accompagné. Il est très accompagné par la structure compagnie. D'abord, il est formé dans cette structure compagnie à la base. Il est très accompagné par ce que l'on appelle un corps d'inspection qui va l'aider, qui va le soutenir. Et puis, il est également très accompagné par la fédération professionnelle que nous représentons, puisque nous leur faisons des formations. Et puis, il est très accompagné également par son syndicat professionnel de compagnie. Oui, il est quand même assez accompagné. Et il exerce, ne l'oublions pas, les agents généraux. Il y en a 11 800 en France. Et majoritairement, ce sont de très petites entreprises. C'est un agent général, une collaboratrice. Voilà. C'est vraiment des toutes petites structures. Ce sont des micro-entreprises, ce sont des petites entreprises. Nous en avons à peu près 20% par contre qui rentrent dans la TPE. Mais en grande majorité, ce sont de très petites entreprises qui sont implantées sur l'intégralité du territoire français, qui font vivre les territoires. Alors, avant d'entrer un petit peu dans le métier à proprement parler, et c'est intéressant d'avoir deux formes d'entrepreneuriat différents. Pour vous, Sébastien, c'est quoi les qualités d'un entrepreneur à avoir quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Est-ce que, selon vous, c'est vraiment quelque chose qui est pour tous, ou est-ce quand même il faut un certain nombre de qualités de base, du moins de talents, de compétences, d'envie particulière? Je pense que avant d'être entrepreneur, on a un métier. L'assurance, la communication. Donc être un bon entrepreneur, c'est faire bien son métier. Et après, effectivement,
Si on est appliqué, si on se renseigne bien, si on est bien accompagné, c'est pas toujours le cas. Effectivement, on est un bon entrepreneur à partir du moment où effectivement on fait perdurer son entreprise. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on a un bon accompagnement, qu'on maîtrise bien son métier et que ce métier peut être réalisé en indépendant, finalement l'entrepreneuriat il est pour tous. L'entrepreneuriat il est pour tous. C'est vraiment le métier qui est faire bien son métier qui est le plus important. C'est une entreprise sur 2 qui ne passera pas les 5 ans. Donc moi je les ai passés, donc je suis assez fier de ça. Bravo. Je sais pas si je suis un bon entrepreneur, mais en tout cas je suis toujours là, donc tout va bien. Et voilà, donc c'est faire bien son métier à la base, ça c'est être un bon entrepreneur. Les entrepreneurs, il y a 700 000 créations d'entreprises en France en 2018. Il y a 4,5 millions d'entreprises en France. Je pense que est-ce que tous ces gens-là sont des bons entrepreneurs? En tout cas, ils sont là. En tout cas, ils créent de l'emploi, ils créent de l'activité, ils créent déjà la leur. Voilà, on est beaucoup sur ces chiffres impressionnants, on est beaucoup à être seul. Mais voilà, en tout cas, on crée notre activité, on crée une activité et déjà ça c'est être un bon entrepreneur. Et pour vous, dans le domaine de l'assurance, il y a des qualités au-delà de la qualité métier, et on verra peut-être comment on se forme après au métier d'assureur, il y a des qualités à avoir dans la création d'une entreprise d'agent d'assurance, de se lancer dans la carrière d'agent d'assurance? Eh bien écoutez, je me demande si la première des qualités, c'est pas d'abord énormément envie de le faire. C'est ça. Comme tout entrepreneur, il faut avoir envie d'entreprendre. Ça c'est la première des qualités. Quelqu'un qui hésite à y aller, c'est pas la peine. Il faut pas avoir de doute, il faut avoir envie. Et puis, je crois qu'il y a une deuxième qualité qu'on oublie des fois, c'est aussi il faut aimer les gens. Il faut aimer les gens parce que vous allez rencontrer beaucoup de monde. D'abord les clients, vous allez les rencontrer, il faut les aimer. Si vous aimez pas vos clients, ça marche pas. Bien sûr. Alors c'est peut-être facile de dire ça, mais c'est quand même une réalité. Après, vous l'avez dit vous-même, il faut savoir faire son métier, il faut l'apprendre. Et ça, c'est très très important. Il faut aujourd'hui, dans le monde économique dans lequel on vit, il faut être professionnel. Et pour être professionnel, il faut avoir des formations solides. Alors, Sébastien nous disait, il y a une entreprise sur 2 qui passe pas le cap des 5 ans. Dans le domaine de l'agent d'assurance, est-ce qu'on a les mêmes statistiques? Est-ce qu'il y a beaucoup de cabinets qui ferment faute d'activité, ou c'est plutôt quelque chose d'assez pérenne? Après, chaque cabinet va avoir son volume d'activité différente. Ou est-ce qu'on voit finalement des personnes qui jettent l'éponge parce qu'on n'y arrive pas? Vous avez toujours des personnes qui jettent l'éponge, mais on n'est pas du tout dans les proportions que vous citez là. Vous avez sur un stage d'agent, on va dire de 20 personnes par exemple dans une compagnie, vous allez peut-être avoir 2 échecs, mais c'est vraiment le grand maximum. Donc non, c'est une profession plutôt stable. Jusqu'alors, c'était une profession qui était dans la durabilité. La moyenne de vie des agents généraux dans leur profession, elle était de plus de 15 ans. Donc c'est pas une profession où on zappe, où on change. Et les cas d'agents généraux qui ne réussissent pas ou font faillite ou autres sont quand même relativement rares. Alors justement, pour accéder à ce métier d'agent général, c'est quoi la formation? On est obligé de passer par du droit, on a de la formation interne aujourd'hui qui est réalisée. Comment on devient agent général d'assurance? C'est un melting pot. C'est ça, de tout ça. C'est un melting pot de tout ça. Vous pouvez avoir fait du droit, vous pouvez avoir fait une école de commerce, vous pouvez avoir fait rien du tout. On peut avoir rien fait du tout. Demain, je veux m'installer comme agent d'assurance et quitter le micro d'RCF, je peux devenir agent général d'assurance. Si vous êtes très bon, si véritablement la personne qui va vous recruter sent en vous des capacités commerciales extraordinaires, je pense que vous réussirez. Vu ce que j'ai entendu tout à l'heure, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes. C'est gentil, bien. Merci. Mais en principe... à défaut d'écrire, je parle bien, oui. En principe, donc, pas de formation obligatoire. La loi dit il faut 150 heures de formation obligatoire. En réalité, les assureurs et nous avons estimé que 150 heures de formation, c'était trop peu. On a mis en place des cursus de formation de 600 heures. Aujourd'hui, c'est énorme, oui. 600 heures, vous savez, c'est pas énorme quand vous pensez que vous allez quand même exercer toute votre vie un métier qui est à la fois technique et un métier de relations publiques. Nous pensons aujourd'hui que dans ce monde compliqué dans lequel nous vivons, où il y a une surréglementation et beaucoup de contraintes économiques, il faut avoir des formations beaucoup plus solides. C'est pour ça que nous sommes en négociation avec la Fédération française de l'assurance pour que demain, un agent général passe un diplôme, qu'il soit détenteur d'un MBA agent général. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça n'existait pas? Aujourd'hui, ça n'existait pas. Nous avons créé cette structure avec un centre de formation qui s'appelle l'IFPAS, qui est le centre de formation de l'assurance, et nous travaillons à la mise en place de ce
MBA. Avec une véritable reconnaissance diplômante. Avec une véritable reconnaissance diplômante, avec un véritable certificat. C'est-à-dire que dans quelques mois, quelques années, quelques semaines, il faudra que je repasse un diplôme pour pouvoir devenir agent d'assurance. Alors vous savez, on dit souvent que l'administration française est bloquante, elle est longue. Les compagnies d'assurance peuvent être aussi des fois de véritables administrations. Elles sont persuadées qu'il faut ce diplôme. Pour autant, il faut le mettre en place et surtout, il faut le mettre en place pour qu'il ne vienne pas heurter les formations qu'elles distribuent elles-mêmes. Et ça, donc, ça va prendre un petit peu de temps. Moi, j'espère que dans 5 ans, en France, il faudra ce diplôme de MBA pour devenir agent général. C'est l'intérêt de tous, c'est l'intérêt des clients, c'est l'intérêt des compagnies. Alors, ce qu'on voyait aussi un petit peu, ce que vous disiez, Sébastien, vous êtes seul dans votre activité. Je suppose que au-delà de la partie des produits qui sont vendus, les agents d'assurance aussi vivent des temps en commun pour réfléchir, relire un petit peu leur activité professionnelle de dirigeants de structure. Alors écoutez, vous mettez le doigt sur une des complexités de ce métier. Je vous ai dit que les agents généraux, en grande majorité, sont implantés dans des bourgs ruraux. On fait vivre encore, nous, l'économie rurale et l'économie de quartier, dans les petits quartiers, dans les petites villes. Et ça crée une complexité. Limite de l'économie sociale et solidaire. Limite de l'économie sociale et solidaire, mais vous savez, quand vous regardez bien notre métier, très souvent, un agent général, ça aide à faire la déclaration d'impôt, ça aide... Alors, on fait aussi un petit peu le métier, tous ces métiers en même temps, parce qu'on conseille nos clients. Et la grande difficulté, c'est qu'effectivement, des fois, nos agents généraux se sentent seuls. C'est pour ça, d'ailleurs, je ne vais pas faire de prosélytisme sur le syndicalisme professionnel, mais c'est pour ça qu'il est très important qu'ils puissent se réunir au sein d'une fédération professionnelle, mais aussi dans des formations compagnies, pour au moins échanger entre eux. C'est très important, l'échange. Sébastien, comment vous rompez justement cette solitude du dirigeant ? Vous avez des lieux, des endroits qui vous permettent à un moment donné, quand ça va pas ou même quand ça va bien, de pouvoir partager vos succès et vos défaites ? Comme je dis, je suis seul mais bien entouré. C'est ça. J'ai des gens avec qui je travaille, avec qui je collabore régulièrement. Et sur la solitude du dirigeant, sur les questions que je me pose, j'ai l'avantage, je dis la chance, parce que c'est très peu d'entrepreneurs qui ont ça. J'ai un entourage qui m'écoute et qui me répond, surtout. Voilà, vous avez jamais été dans des réseaux d'entrepreneurs, alors on va dire MEDEF, CPME, CJD, Réseau Entreprendre, etc., pour justement aller chercher aussi les pairs qui peuvent être de bons conseils. Je commence, parce que j'ai une certaine maturité d'entreprise maintenant, et là je commence à m'intéresser effectivement à des réseaux, soit locaux, soit effectivement des structures plus thématiques. Comme j'essaye aussi d'être, comme disait Flavie Després, faut faire attention avec ce mot-là, mais j'essaye d'être un communicant à impact positif, j'essaye d'être sur des Donc le choix des clients aussi. Les choix des clients, j'essaye d'être et surtout j'essaye d'être avec des gens avec qui j'aime échanger et des clients que j'aime et que j'apprécie, et là je rejoins ce que disait Papa. Oui, tout à fait, c'est vrai que c'est important. Ouais. Alors, on va rentrer un peu dans le dernier volet de notre réflexion. C'est très bien, on a créé l'entreprise, on a vu qu'il fallait de l'envie, qu'on pouvait se former, qu'on pouvait éventuellement aussi retrouver d'autres entrepreneurs pour ne pas vivre trop cette solitude du dirigeant. Il y a un autre sujet qui est lié très concrètement à l'assurantiel, Patrick Évrard, qui est la question de comment aujourd'hui les agents généraux d'assurance accompagnent-ils les entreprises ? Vous disiez qu'ils étaient dans tous les bourgs. Je suppose qu'il y a des fermiers, des agriculteurs, des viticulteurs, des petites entreprises qui sont implantées. Comment on les accompagne ? Comment on est au quotidien à côté d'elles ? Quels sont les risques à prendre en compte ? C'est le côté merveilleux de ce métier, c'est que quand vous êtes agent général, vous ne voyez pas qu'une catégorie d'entrepreneurs, vous voyez toute une catégorie d'entrepreneurs. Ouais. Effectivement, les artisans, les commerçants, et puis aussi les grandes entreprises. Ce qui compte, peu importe la grosseur de l'entreprise à laquelle vous avez affaire, ce qui compte, c'est de l'accompagner avec beaucoup de savoir-faire. D'abord, d'écouter le client pour savoir c'est quoi votre métier, comment vous le pratiquez. C'est en comprenant comment la personne fait son métier qu'on sait ce qu'il faut assurer. Et ça, c'est extrêmement important. Après, les agents généraux visitent les locaux, visitent les lieux. Ils peuvent pointer du doigt tel ou tel manque, tel ou tel risque, tel ou tel besoin de prévention. Et puis, ils instaurent ce que j'appellerais un dialogue constant
avec leurs clients. Un dialogue constant, ça ne veut pas dire qu'on est en permanence avec lui au téléphone, mais ça veut dire qu'il faut faire chaque année un point avec le client pour savoir s'il y a eu des évolutions dans une entreprise. Une entreprise, sa vie, c'est peut-être parti de rien, c'est peut-être devenu gros, c'est peut-être devenu gros et c'est devenu petit. C'est une vie de tous les jours, donc il faut les accompagner régulièrement, c'est-à-dire les appeler au moins une fois par an, les visiter, revoir les contrats, voir s'il n'y a pas eu de nouvelles activités afin de peut-être de couvrir par un autre contrat plus adapté ce changement. Donc c'est une vie de tous les jours, d'accompagnement permanent. On a parfois le sentiment que l'assureur est un peu le chasseur de risques. On voit des choses qui aujourd'hui sont liées, alors pas en France encore, et j'espère que ça n'arrivera, et je pense que la législation européenne nous en prémunit pour l'instant, de l'intelligence artificielle qui pourrait être au service des assurances, au détriment parfois peut-être des assurés. Je prends par exemple le frigo connecté, vous avez trop de produits gras et donc la prime d'assurance va augmenter parce que vous risquez des risques cardiovasculaires plus importants, etc. Aujourd'hui, cet accompagnement des entreprises, c'est pas tout à fait le cas. En France, on a plutôt pris le côté inverse en disant si vous vous engagez dans la RSE, dans les responsabilités sociales, environnementales, économiques des entreprises, eh bien, peut-être que ça peut être une prime moins chère. Mais aujourd'hui, cette évolution, elle est un risque pour le monde de l'assurance, pour les assurés ? Des risques, vous savez, on en a connu énormément. On en a connu énormément. Et l'intelligence artificielle, c'est pas un risque. L'intelligence artificielle, tout comme le digital, c'est un outil. Et ça doit être d'ailleurs un outil au service de l'homme, pas au service de l'outil. Donc moi je crains pas tellement ces risques-là. Il faudrait effectivement, par contre, vous avez raison, pas aller trop loin. Je crois que on a vu ça avec l'exemple des cabines connectées où vous rentrez à l'intérieur, on vous pique pour avoir votre taux de glucose et tout ça, et après il y a un assureur derrière qui dit moi je le prends pas parce que il n'est pas en bonne santé. Moi je crois que les assureurs français en sont pas là, et il faut qu'on sache éviter ce genre de choses. La France s'est vraiment imposée au sein de l'Europe et souvent contre les autres pays européens comme privilégiant le devoir de conseil. C'est une vraie volonté de l'État et du gouvernement français. En France, on vend de l'assurance en distribuant un conseil. Ça n'est pas le cas dans d'autres pays où la vente sans conseil est prônée. Chez nous, ça n'est pas le cas. Et il faut donner un conseil. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est le plus fondamental que tout. Bien sûr, il faut vendre, mais il faut aussi conseiller. Alors, quel conseil donner justement à un entrepreneur, quel qu'il soit créateur ou qu'il ait développé son entreprise, justement pour minimiser ses risques, soit dans la transmission, soit dans la continuation de l'activité en cas de problématique? Je crois que le premier conseil à lui donner, il faut toujours s'assurer en fonction de l'état de sa société. Un tout jeune créateur, je trouve des fois un petit peu dangereux d'essayer de lui vendre une retraite complémentaire. Surtout s'il a 25 ans ou 30 ans, je pense que ce sont des risques qu'on pourrait mettre de côté pour un peu plus tard. Donc je crois qu'il y a une montée en gamme dans les produits assurantiels en fonction de l'état de l'entreprise, et il faut que le conseiller qu'on a en face de soi soit bien conscient de cette situation. Donc il faut, je dirais, habiller avec des contrats d'assurance l'entreprise sans faire un costume trop gros ou sans le faire trop étroit. Il faut avoir le juste milieu. Donc c'est vraiment prendre en compte l'activité réelle, bien tout regarder, bien écouter les gens. Je crois que beaucoup de maux de cette société viennent du manque d'écoute. Si vous avez un client en face de vous et que vous savez déjà mieux que lui ce dont il a besoin, vous n'allez pas lui donner le bon contrat. Donc écoutons ce qu'ils font, écoutons ce qu'ils fabriquent, écoutons comment ils le fabriquent, et là on trouve le bon produit. Et ça c'est la production, de la proposition de produits pour l'entreprise, mais le dirigeant aussi, il a besoin d'être protégé. On oublie souvent cette part dans la partie assurantielle de l'entreprise, c'est la protection du dirigeant. S'il meurt, s'il a des incapacités invalidantes, comment l'entreprise continue à vivre? Vous savez, je ne vais pas m'amuser à vous poser une question, on va pas jouer ce jeu-là, mais vous pouvez toujours. Allez, savez-vous quel risque intéresse le plus le chef d'entreprise? Non, j'en sais rien. En fait. Eh bien, c'est sa voiture personnelle. C'est sa voiture personnelle. Surtout si elle est belle, eh bien, il faut absolument qu'elle soit bien couverte. C'est ça. Et je veux surtout pas payer cher pour ma voiture personnelle. Or, le chef d'entreprise, mon Dieu, oublie. Essentiellement, c'est ça. Que dans sa voiture, il y a lui. Mais il oublie qu'il y a lui, qu'il peut avoir sa femme et qu'il peut y avoir ses enfants. Donc oui, le Français en général a un petit peu tendance à s'oublier lui-même et à privilégier sa belle maison, sa belle bagnole. Non, je crois qu'il faut ça vraiment, et c'est le rôle du conseiller de dire le plus important dans tout ça, c'est l'homme, et il faut couvrir l'homme.
Il faut couvrir le chef d'entreprise, parce que si un chef d'entreprise décède, qui va prendre en main l'entreprise derrière lui ? Et pour un particulier, si on décède, des fois, on laisse les enfants. Et c'est ça. Sébastien, vous avez pris en compte, vous, dans la création de votre entreprise, cette dynamique. Alors, vous êtes seul dans l'entreprise. Je ne sais pas si, après, ça c'est votre vie privée, s'il y a des gens autour de vous qui peuvent être impactés. Mais vous avez pris en compte cette dimension assurantielle dès le départ, ou c'est des questions que peut-être vous découvrez en discutant avec Patrick? Je suis assez d'accord. La dernière fois que j'ai parlé de prendre une assurance, c'était quand j'ai racheté un nouvel ordinateur et un nouveau téléphone. Et effectivement, c'était pas la voiture, mais c'était du matériel. Et on n'est pas toujours très concentré. Moi, le premier sur effectivement d'autres sortes de risques. Effectivement, je me suis pas encore posé beaucoup la question de ma retraite, même et pourtant le sujet fait débat en ce moment. Et les risques, en tout cas liés directement à mon activité. Alors moi, je considère que j'ai pas beaucoup de risques puisque j'ai une activité de conseil. Donc par rapport à des locaux, je travaille essentiellement de chez moi. Donc effectivement, voilà. Mais sur effectivement une incapacité à mener à bien ma mission, mon activité quotidien, j'y ai jamais encore beaucoup réfléchi. Sébastien dit je travaille de chez moi, j'ai donc pas de risque de locaux, mais ça doit s'assurer quand même. Mais oui, c'est sûr. Eh bien oui, ils sont assurés. Ils sont assurés. Professionnellement parlant, non, personnellement, mais personnellement, mon assureur sait que j'ai une activité professionnelle dedans. Tout est fait dans les règles. Dites-nous tout, justement, parce qu'il y en a des auto-entrepreneurs. Faites quand même attention, parce que souvent les contrats d'habitation qui garantissent un appartement ou une maison limitent le capital professionnel qui est assuré à l'intérieur. Alors ne croyez pas que parce que vous êtes assuré pour 100 000 euros que ça couvre 100 000 euros de biens professionnels. Donc ça, faut faire attention. Et puis il y a une garantie pour vous, à mon avis, qui est importante, c'est aussi la responsabilité civile, parce que vous donnez des conseils. Et donc il faut toujours réfléchir au fait que vous pouvez donner un mauvais conseil et que ce mauvais conseil aura des répercussions sur la personne à laquelle vous l'avez donné ou l'entreprise à laquelle vous l'avez donné. Donc se couvrir en responsabilité pour vous. C'est le minimum en fait pour un entrepreneur, c'est se couvrir en responsabilité civile entreprise. Un entrepreneur qui travaille seul et qui est sur ces métiers du conseil, c'est l'essentiel. C'est véritablement l'essentiel à couvrir. Si vous seriez patron d'une usine, je vous dirais que la première des choses à faire, c'est la sécurité. C'est la sécurité et l'incendie, bien sûr. Merci beaucoup à tous les deux pour nos échanges. On va continuer avec une jeune entreprise que je le disais au début de cette émission, qui se situe à Mont-de-Marsan. Il s'agit de Protifly. On va découvrir avec l'un de ses cofondateurs, Bastien Quinez, ce qu'ils mettent en place pour lutter contre deux éléments, le zéro déchet et la nutrition animale de qualité. C'est parti, c'est nos 7 minutes pour changer le monde. 7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions. Voilà, il est temps de retrouver notre invité des 7 minutes pour changer le monde. Il s'agit de la société Protifly, une société qui a été créée par deux passionnés, je suppose, d'agriculture et surtout de zéro déchet. On est avec Bastien Quinez. Bonjour Bastien. Bonjour. Alors Bastien Quinez, vous êtes cofondateur de la société Protifly. Vous avez été lauréat de la fondation Famae, une fondation familiale d'entreprises françaises qui chaque année réalise un concours international pour essayer de mettre en avant et soutenir surtout des projets qui vont changer le monde. Il y a donc lors de la première édition qui était consacrée au zéro déchet, vous avez été primé. Protifly, c'est une société qui, à partir de larves d'insectes de mouches, tente de réduire nos déchets et de trouver de nouvelles manières de recycler nos déchets. Quand j'ai dit ça, est-ce que j'ai dit l'essentiel de ce qu'est Protifly ? Oui, je pense que vous avez dit l'essentiel de ce qu'est Protifly. Bon, tout d'abord, merci de l'invitation. Je vous en prie, c'est avec grand plaisir. En effet, notre activité chez Protifly, c'est d'utiliser une larve d'insecte, la larve de mouche soldat noire de son petit nom, pour recycler des coproduits de l'agro-industrie, donc que ce soit des déchets agricoles ou des écarts de production des usines agroalimentaires, qui sont utilisés donc pour nourrir ces larves d'insectes. Et de ces larves d'insectes, on en extrait principalement la protéine, qu'on propose en alimentation poisson, comme alternative aux ressources qui sont historiquement utilisées, qui sont des ressources qui sont principalement importées, principalement en provenance d'Amérique du Sud, qui sont des farines de poissons sauvages. Donc on va pêcher des poissons, les transformer en farine pour venir alimenter nos piscicultures mondiales. Donc c'est une double peine. Et également des ressources végétales, beaucoup de soja qui est utilisé.
principalement cultivés également dans ces zones-là et importés dans des vraquiers. Donc on a un problème écologique, logique et économique auquel il faut répondre dans un contexte d'augmentation de la population. Alors comment est né Protifly ? Comment tout d'un coup on en vient à s'intéresser à ces larves d'insectes, ces larves de mouches pour en faire un business qui aujourd'hui va apporter à tout le monde puisqu'il rentre typiquement dans la loi de l'économie circulaire, de l'anti-gaspillage, du zéro déchet? Ça part d'une philosophie économique qu'on partageait avec mon associé que j'ai rencontré en école de commerce. Donc l'idée initialement vient de lui lorsqu'il était en Colombie en double diplôme et qu'il a travaillé sur un rapport de la FAO qui mettait justement en avant les carences protéiques auxquelles on allait faire face et les acteurs qui pouvaient y répondre. Et parmi ces acteurs, il y avait évidemment les insectes. Alors comment est-ce que vous avez rencontré justement cette mouche très, très particulière ? Eh bien parce qu'elle était citée dans ce rapport comme un agent qui potentiellement pouvait être utilisé pour résoudre un certain nombre de problématiques. Et donc on a creusé le sujet ensemble et on a décidé de se lancer en voyant que finalement ça part d'un constat simple de dire que cette mouche, cette larve de mouche, parce que c'est vraiment la larve de cette mouche qu'on élève, eh bien qu'elle peut manger absolument tout type de coproduits organiques en décomposition, donc de la matière qui n'est pas ou peu valorisée, et de la convertir en une protéine de qualité qui peut se substituer aux ressources historiquement utilisées qui sont dommageables pour l'environnement. Donc le constat a été simple et c'est parti en fait de la lecture d'un rapport des Nations Unies. Alors comment on passe, j'ai envie de dire, de la lecture d'un rapport à une entreprise structurée qui aujourd'hui élève, produit, industrialise finalement cet élevage d'insectes et puis après de la création de produits pour l'alimentation et de farine animale? On commence par la paillasse, puis on a un premier pilote de production où on se rend compte qu'il faut maîtriser un certain nombre de variables pour passer à échelle plus industrielle et à des volumes qui peuvent vraiment avoir un impact sur la chaîne alimentaire. Et puis on fait un premier démonstrateur industriel dans lequel on est aujourd'hui et on prépare la suite. Non, ça s'est vraiment fait par étapes sur les 3 dernières années. On s'est rapproché des bonnes personnes, on a embauché des personnes en qui on a confiance et des collaborateurs de qualité pour arriver à monter un modèle économiquement et industriellement viable. Aujourd'hui, ce secteur de l'insecte, on le voit, il commence à prendre de plus en plus d'essor. On commence à voir. Alors d'abord, il y a la législation qui permet aujourd'hui de vendre et de consommer des insectes grillés. Sur les farines, ça a été un petit peu plus rapide. Aujourd'hui, dans ce secteur, vous êtes les seuls à déployer ce type de farine et j'ai envie de dire d'économie circulaire entre la larve qui va venir tout détruire, manger puis retransformer dans un autre produit? Alors il y a effectivement le secteur est aujourd'hui sous le feu des projecteurs suite à des levées de fonds qui ont été annoncées, des levées de fonds très importantes, donc ça a attiré l'attention. Donc nous, on s'inscrit effectivement dans ces acteurs-là avec un modèle légèrement différent, sur des dimensionnements un peu plus raisonnés. Mais tout à fait, il y a aujourd'hui quelques acteurs qui sont sur la même logique d'économie circulaire, sur des modèles, comme je vous le disais, qui diffèrent légèrement, mais la philosophie est la même. Donc il y a aujourd'hui un besoin d'avoir l'émergence de plusieurs acteurs pour arriver à avoir des volumes de production plus importants, pour avoir un réel impact. Parce que malgré la médiatisation de la solution, il y a encore trop peu d'acteurs qui ont réussi à passer les premières étapes d'industrialisation et donc les volumes ne sont pas assez conséquents aujourd'hui pour avoir un réel impact sur l'ensemble de la chaîne. Donc voilà, non, on n'est pas les seuls. On a nos spécificités, mais on n'est pas les seuls. Et donc là, la prochaine étape pour Protifly, qu'est-ce que c'est? Alors aujourd'hui, comme je vous le disais, on est sur notre démonstrateur industriel et on est en recherche de financement pour passer à la taille finale, la taille visée. qui devrait voir le jour en 2022 avec une construction en 2021. Merci beaucoup Bastien d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. Je rappelle à nos auditeurs que s'ils veulent candidater sur le concours FAMAE, et ils peuvent le faire jusqu'au 24 février. Cette année c'est l'alimentaire, donc vous avez un projet dans l'alimentaire. Peut-être que vous allez repostuler d'ailleurs Bastien, non pas cette année? Une fois ça suffit? Non, on va pas repostuler, mais on souhaite beaucoup de
voilà, le meilleur aux candidats qui candidatent cette année. On a des relations extraordinaires avec donc l'équipe du FAMAE qui est devenue actionnaire de la société. Et j'invite chaque entreprise qui croit en sa solution à candidater, parce que c'est un appui non négligeable et une aventure humaine super avec l'équipe de FAMAE. Voilà, on peut retrouver toutes les informations sur le site famaeers.org, où vous allez retrouver toutes les informations pour candidater si vous avez un projet lié à l'alimentaire qui va du champ jusqu'à la fourchette, et même, j'ai envie de dire, de la semence jusqu'à la fourchette. Merci beaucoup, Bastien, d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. On retrouve bien évidemment toutes vos informations aussi sur votre site protifly.com. Voilà, merci. Je vous remercie. À très bientôt, bonne fin de journée à vous. À très bientôt. Au revoir. Nous, on continue tout de suite notre émission pour la clore. Il s'agit de l'écho des solutions de cette semaine. L'écho des solutions. Patrick Longchamp. On me fait signe qu'il me reste 30 secondes pour vous dire au revoir et vous souhaiter une très très belle écoute des programmes de RCF. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de podcast et rcf.fr, bien évidemment. Je vous retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est le dernier lundi du mois et on aura notre Presse Club. Allez, à très bientôt. Bonne écoute des programmes de RCF. À la semaine prochaine.